Bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de février 2018. Donc, janvier a commencé, une nouvelle année a commencé, c'est magnifique. On est en ce moment même où je fais la vidéo, en plein cœur de ce janvier 2018, avec toutes ces nouvelles énergies qui nous arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pour février? Ben, en fait, février, c'est très spécial parce qu'il commence avec la fameuse éclipse qui se passe le 31 janvier. Le 31 janvier, il y aura une éclipse lunaire totale qui a un impact très fort puisque, arrivant le 31 janvier, le mois de février, lui, va se trouver comme influencé par cette éclipse. Comme il arrive le jour juste avant qu'on débute le mois, il va vraiment donner le ton, cette éclipse, à tout le mois de février, en tout cas la première moitié principalement. Donc il y a cette éclipse qui est très particulière, c'est une éclipse lunaire totale et la lune pendant l'éclipse se trouve en Lion. Donc c'est vraiment pas anodin vu toutes les dynamiques qu'on a décrites quand on a fait la capsule pour le mois de janvier et pour le nouvel an. Donc c'est vraiment important, on va en parler un petit peu plus. Et ensuite, il va y avoir la Saint-Valentin à mi-février. Février ayant 28 jours, le 14, c'est vraiment mi-février. On a la Saint-Valentin et à partir de ce moment-là, il va y avoir toute une danse qui va se produire entre Mars et Vénus. Mars et Vénus vont avoir beaucoup d'aspects, autant l'un que l'autre, et ça va vraiment colorer toute la suite de ce mois de février. Donc, on va mettre tout ça ensemble, on va en parler un petit peu plus. Allons-y. Voilà, l'éclipse. La lune se trouve en Lion de son côté, elle est complètement seule de son côté du zodiaque. Si on regarde le thème du moment de l'éclipse du 31 janvier, on voit qu'il y a Uranus, Jupiter, donc Uranus en bélier, Jupiter en scorpion, qui se font pas face, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas vraiment en opposition, il n'y a que 5 signes entre les deux, donc c'est pas vraiment une opposition, mais ils vont un peu séparer, faire une ligne pour séparer le zodiaque en deux, et il y a toutes les planètes qui sont entre du Scorpion au Bélier, et de l'autre côté, du Bélier au Scorpion, il n'y a aucune planète qui s'y trouve, excepté la Lune, qui est un luminaire en fait, mais qui se trouve en Lion. Donc la Lune est seule de son côté, et cette dynamique-là, on en avait parlé déjà. Quand on avait parlé du thème du 1er janvier, on avait mentionné justement que la Lune va vraiment équilibrer toute l'année. Elle a un rôle vraiment clé, on avait dit, avec notre imagination, on va être capable de combler les besoins de notre personnalité, nos besoins qui font en sorte qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien, qu'on sent qu'on se respecte, qu'on ne dépasse pas trop nos limites. C'est vraiment la Lune, avec notre imagination, tout ce qu'on peut travailler par l'imagination, qu'on peut aller toucher comme réalité, que ce soit dans nos rêves, soit juste parce ce qu'on nourrit, ce qu'on chérit, ce qu'on va travailler à la maison, des choses comme ça. Tout ce côté-là va être très important pour balancer tout le travail qui se fait de l'autre côté du zodiaque. Et là, principalement pour le mois de février, là, c'est surtout en fait dans le signe du Verseau que ça se passe. Donc beaucoup de choses au niveau collectif très large. Et il y a aussi évidemment Saturne, son entrée en Capricorne, qui a toute une influence pour 2 ans. Donc ça, c'est vraiment majeur. Donc il y a un grand travail qui se fait en Capricorne et en Verseau spécifiquement là pour le mois de février. Donc, pendant cette éclipse, le Soleil, évidemment, lui, est en Verseau, puisqu'ils se font toujours face, ils sont toujours en opposition face au Verseau. Il y a le Lion, la Lune, elle est en Lion. Donc, la Lune est vraiment, vraiment seule de son côté en Lion. Et c'est pas anodin une éclipse quand la Lune est en Lion, parce que le Soleil gouverne le signe du Lion, le Soleil se trouve en Verseau, c'est lui qui fait opposition à la Lune, c'est ce qui crée l'éclipse, la Terre étant au milieu entre les deux. La Terre, évidemment, fait une ombre, et là, il couvre complètement la Lune, puisque c'est une éclipse totale lunaire. Donc, il y a ce jeu de force entre le côté Soleil, mais qui finalement, la Lune s'y trouvant dans le signe du Soleil, le Lion, elle s'y trouve éclipsée. Et on sait que le Lion, c'est un signe qui vient vraiment toucher justement tous les besoins, les besoins de la personnalité, mais dans un sens de briller. Notre besoin de briller, de se faire reconnaître, de se faire apprécier. Aussi les désirs. On sait que le lion, il a de grandes griffes, donc il aime pénétrer la chair. Il aime vraiment
goûter aux choses, il aime prendre parti, il aime avoir une place forte et être capable d'avoir accès complet à tout notre monde de la personnalité. Donc notre lune s'y trouvant, et là, on pourrait croire que la lune en lion va être justement plus forte, va pouvoir nous aider dans ce travail qu'elle fait durant toute l'année, hein, de balancer ce travail entre le travail collectif où il y a tout un engagement avec Saturne qui rentre en Capricorne pour une cause, pour une idée, pour un système, pour une structure, pour tout ce beau travail. Eh bien, tous nos côtés personnels, vraiment à soi, on sait que la Lune balance tout ça. Étant en Lion, on pourrait croire, oh, mais la Lune, elle va être encore plus forte. Ça va être un moment où, justement, on va pouvoir mettre en valeur un petit peu ce côté personnel. Mais l'éclipse vient vraiment ombrager tout ça et ça peut créer là des zones de frustration, en tout cas de confusion certainement, entre les besoins personnels et toutes ces planètes qui sont de l'autre côté du zodiaque, qui servent vraiment des causes plus larges, plus vastes, qui viennent travailler sur des principes beaucoup plus universels, qui viennent toucher vraiment le collectif et beaucoup moins le personnel. Donc, nos besoins étant cachés, voilés par cette éclipse, c'est très puissant et on va le sentir très certainement une confusion. Parce que quand il y a éclipse, c'est pas que l'énergie disparaît, hein? C'est simplement qu'il s'est voilé. Ce n'est plus sous le soleil. Ça veut dire que le soleil ne l'éclaire pas. Et donc, il y a un flou qui vient se glisser à ce moment-là. Et ce flou-là, c'est important d'être conscient qu'il va être présent. Parce que si on sent une tension, quelque chose qui vient un peu profondément en nous, de notre subconscience, on se dit « Wow, il y a quelque chose qui pousse en moi, je ne suis pas content. Je suis frustré, je ne suis pas certain pourquoi. J'aime mon travail, j'aime la direction vers où je m'en vais dans la vie, j'aime tout ce qui se déroule, j'aime les efforts que notre équipe, si on travaille en équipe, que le système dans lequel je fais partie met en œuvre, mais moi-même, je me sens frustré. Et on a une frustration qui peut se créer par cette lune qui est voilée en lion. Vraiment important, surtout que les effets très forts de cette éclipse vont se poursuivre jusqu'à mi-février, où on a l'éclipse partielle solaire. Il y a toujours une éclipse qui suit une autre, hein, 2 semaines après, quand la Lune soit rejoint le Soleil ou vient faire opposition au Soleil. Donc, là, ce qui suit, c'est que la Lune va rejoindre le Soleil en Verseau en mi-février. Il va y avoir une éclipse partielle solaire, donc qui est moins importante, mais il y a aussi des aspects très intéressants à ce moment-là qui vont être en jeu, notamment le carré Mars-Neptune. On en parlera un petit peu plus. Donc, tout ça pour dire que pendant la première moitié de février, il y a ce flou qui peut se placer. Et sachant aussi que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Comment est-ce qu'on célèbre la fête des amoureux de nos jours? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que les publicités vont encourager? À quoi est-ce qu'on va être poussé à penser pendant cette fête des amoureux du 14 février? C'est une question vraiment importante et qui vient vraiment souligner le fait que comment aujourd'hui on va comprendre les relations de couple, qu'est-ce qu'on va penser des amours de la Saint-Valentin elle-même, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça à un moment où il y a autant d'énergie, là où toutes ces planètes, surtout Saturne qui vraiment ouvre le bal en Capricorne, qui disent oui, on va se relier à des structures plus grandes, on va prendre soin de quelque chose de plus vaste, on va toucher une conscience collective qui va plus loin. On s'engage dans ce domaine, on fait vraiment des pas dans ce domaine-là. Et il y a vraiment un beau travail qui s'y fait, qui s'y déroule. Mais notre lune, qui assure la balance dans tout ça pendant cette année 2018, ici en février, vient démontrer qu'il y a une frustration au niveau de la compréhension des relations de couple par rapport à un travail plus universel. Ça, c'est un sujet très profond qui nous touche dans notre humanité vraiment profonde. À quel point, jusqu'où on va pousser notre compréhension du travail de couple relié à la collectivité. Les idées de mariage, toutes ces choses, c'est des sujets extrêmement chauds. Début février, c'est quelque chose qu'on va tous ressentir personnellement comme étant une tension. Il va y avoir une confusion autour de ça. On va poser des jugements qui sont peut-être faux. On va peut-être même avoir une tension avec notre partenaire où on va souhaiter des choses
qui sont un peu à côté dans le fond de nos souhaits réels parce qu'on va être influencé par la société, parce que si le soleil, qui est cet être de lumière, n'éclaire pas la lune à ce moment-là, eh bien, la lune va être sous quelle influence? Elle va être influencée par autre chose que cette grande lumière qui nous vient du soleil. Donc cette autre chose peut venir, par exemple, des influences de la société qui sont variées, qui sont très, très, très diverses. Donc je dis la société, c'est juste pour résumer, en fait, tout ce qui passe dans l'humanité, en fait. Donc il y a de grosses forces, tendances qui vont tâcher d'influencer cette lune à ce moment-là, qui va travailler directement sur notre compréhension du couple. Pourquoi le couple? Oui, pas seulement à cause de la Saint-Valentin, ce n'est qu'une fête, mais il y a une autre raison pourquoi je parle du couple à ce point. C'est parce que la deuxième moitié de février va être principalement influencée par cette danse d'aspects qui va se passer, se produire entre Vénus et Mars. Et Mars et Vénus, bien sûr, c'est les deux polarités qui forment en général les couples, surtout au niveau où on le comprend aujourd'hui, de nos jours dans la société. Le côté homme-femme, Mars-Vénus, c'est très connu. Hein? Souvent même, ça va être un symbole qui va être posé pour les hommes, on met Mars, pour Vénus, pour les femmes, on met Vénus. Donc, c'est très connu. Donc, ces deux forces-là qui vont représenter le désir. Mars va représenter le désir de s'accaparer ce qu'on veut posséder. Et aussi cette force d'action pour y arriver, toute cette force d'action, cette motivation pour aller chercher ce qu'on veut. Tout le désir va représenter vraiment Mars. Et Vénus va plutôt représenter toute cette force d'attraction, cette beauté, ce magnétisme que plus souvent les femmes vont vraiment mettre en valeur, vont vraiment utiliser pour charmer, pour attirer à elles cette force justement martienne, cette polarité. Et ce qui forme à un certain niveau les couples, surtout au niveau du plan sentimental, tout ce qu'on vit au niveau émotionnel. Et ça, le vécu émotionnel, il est souvent moyennement conscient. On va souvent être plus ou moins conscient de à quel point c'est une émotion qui nous fait faire telle action. Et ça, c'est ce qui se passe parce que Mars, justement, se fait charmer par Vénus sans arrêt. Vénus propose une douceur émotionnelle. Vénus va proposer une énergie qui va charmer Mars, qui va charmer notre action. Mars, c'est notre moteur, c'est notre propre volonté qui va nous pousser dans une direction. On va le faire pour suivre cette émotion qui nous a charmés. Et on va comme ça rentrer dans cette danse de Mars-Vénus. C'est quelque chose qu'on fait en général tous les jours, plus ou moins consciemment. Et en choisissant comme ça notre Vénus, ça veut dire en choisissant les émotions qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de servir, avec lesquelles on veut travailler, en fait, on peut plus facilement avoir un certain contrôle justement sur notre Mars. Parce que s'il suit des émotions plus élevées, plus belles, plus douces, plus intéressantes, en fait, qu'on choisit, eh bien, effectivement, notre Mars va se comporter et aussi va être en fait attiré sur des chemins qui correspondent à cette Vénus, disons, à ce type de sentiment. Donc, il y a tout un travail intérieur qui se passe quand on travaille sur ce Mars-Vénus. C'est pour ça que cette éclipse, cette lune, ça veut dire toute notre subconscience. Hein? La lune représente la subconscience, le soleil, la conscience, voire la superconscience dans certains cas. Pour l'instant, on va parler de la conscience. Donc, lune, toute cette subconscience en nous, ces besoins viscérales qui sont reliés à la dimension de couple, de polarité. Hein, parce que quand on parle de couple, finalement, on parle beaucoup de polarisation. C'est pas nécessairement un couple homme-femme. Ça peut être un couple de deux personnes qui travaillent ensemble dans différents contextes. C'est pas nécessairement au niveau marital. Hein. Ça peut être un couple de personnes qui se polarisent ensemble très très bien. Un va être plus, va attirer, va utiliser plus les dynamiques de Vénus, va charmer l'autre, va manipuler un petit peu l'autre aussi, parce que Vénus est capable de manipuler comme il est charmant, attirant. Il peut travailler avec tout ça, cette Vénus. Et Mars, de son côté, lui, va être plus dans la force d'action, dans la force de décision, l'impact, l'impulsion, y aller, donner la volonté, le dynamisme, etc. Donc, dans toutes ces polarisations-là qui vont y avoir lieu en février, on commence sous l'influence de l'éclipse qui vient juste d'avoir lieu le 31 janvier. Donc, il y a ce flou et nos besoins personnels dans toutes ces dynamiques se sentent un peu frustrés, se sentent un peu lésés par tout ce qui se passe de l'autre côté de la balance. Parce que non seulement la Lune est de son côté seul, de son côté du zodiaque, comme on a décrit au début, mais en plus, elle est en éclipse. Éclipse totale en plus, donc c'est le maximum. Donc là, la Lune qui doit assurer la balance de notre propre équilibre intérieur, alors que toutes les autres planètes sont vraiment du côté beaucoup plus collectif,
Là, c'est un moment très clé, là. C'est quelque chose de très fort. Donc, notre subconscience, il est très possible qu'elle y ait une petite rébellion en elle. Et ça, c'est très bon d'en être conscient, parce que quand on est conscient de ces forces-là qui sont en jeu, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, c'est normal, j'écoute les messages. J'écoute qu'est-ce qui se passe dans cette subconscience, qu'est-ce qu'elle me demande. C'est un bon moment, en fait, pour voir notre subconscience, pour apprendre à la connaître plus. Ça veut dire, notre subconscience, tout ce que je veux dire par là, c'est ces besoins personnels donc qu'on a, surtout par rapport à la polarisation, surtout par rapport à la dimension de couple, essayer de les sentir mieux. Parce que lors d'une éclipse, justement, en général, quand il y a une lumière, quand on est bien éclairé, les choses qu'on veut garder cachées, on les garde cachées. Parce qu'on sait que si on les décache, ben, ils vont être vus. Ils vont être à la vue de tous. Mais si à un moment donné, il n'y a plus de lumière, c'est le moment de l'éclipse, les choses qui en général on garde cachées, ben là, elles vont naturellement s'exposer, elles vont sortir. On pense un peu aux monstres qui sortent des placards, qui sortent sous les lits, ou les gens qui ont un peu peur des monstres comme ça, ou qu'on s'imagine, souvent des enfants, mais même il y a des personnes aussi. Eh bien, toutes ces choses-là vont sortir quand la lumière s'en va. Hein. C'est un peu une évidence. C'est l'obscurité qui gagne quand la lumière part. Donc, c'est un truc classique. Ben, c'est la même chose qui se passe en nous. Quand le soleil va faire quand la Terre va éclipser la Lune, finalement, eh bien, dans cette subconscience, tous nos besoins, surtout reliés au couple, vont sortir. Ces choses qu'on garde cachées, les choses qui sont enfouies dans notre subconscient. Donc, c'est un très bon moment pour apprendre à les connaître. Mais, c'est sûr que comme un peu un petit conseil général, faire attention de ne pas agir trop sous l'impulsion de ces frustrations ou de ces charges subconscientes qu'on sent, de ces besoins, parce qu'il faut être patient. On se dit, OK, on attend au moins 15 jours, au moins la première moitié de février, voire février au complet. Et pendant ce temps-là, simplement, on ne prend pas d'action trop spontanée par rapport à ces pulsions-là. Simplement, on est témoin d'elles, on les écoute, c'est très important. On apprend à les connaître mieux, ce qui va nous aider après pour faire notre travail intérieur de mieux se connaître, c'est vraiment important. Et avant de tirer des conclusions trop rapides, on fait juste les enregistrer pour le moment et on attend d'avoir d'autres énergies qui nous sont proposées pour faire le point, pour mieux évaluer, pour mieux comprendre, pour enlever le flou qui se passe quand il n'y a pas de lumière. Parce que quand il n'y a pas de lumière, c'est pas le temps de faire une course. C'est pas le temps de prendre des décisions trop importantes, trop graves. On attend que la lumière revienne. On attend que cette obscurité soit partie. Et ensuite, ça sera bon. On se sera connu davantage et on garde en mémoire ces choses qu'on a ressenties et on va les traiter après. Donc, c'est pas nécessaire, si on sent des tensions dans le couple ou des choses comme ça, de dire c'est fini, je te quitte, je veux plus rien. On se calme et ensuite, on va travailler avec à travers les mois qui suivent. Donc, très intéressant, surtout qu'il y a la Saint-Valentin comme par hasard en plein milieu. C'est extraordinaire. Le timing est très bon, mais cette Saint-Valentin, attention, attention, vraiment, je le répète, parce qu'il y a des tensions qui vont vraiment être soulignées par rapport à ça. Ça peut même être des nouvelles tensions qu'on ne soupçonne pas, même aujourd'hui. Des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. Donc, je ne dis pas ça pour en créer des nouvelles et pour faire peur à tous. C'est juste, attention, si vous sentez des nouvelles tensions, surtout ne réagissez pas en panique maintenant, c'est normal, on apprend à se connaître, on pose un regard sur ces tensions-là, on les met en mémoire, comme ça, après on va pouvoir les traiter, qu'on va avoir plus d'énergie pour le faire. Pour l'instant, l'énergie est placée à les connaître, à les découvrir, les dépister, donc c'est vraiment très bien. On les met en lumière finalement, malgré l'éclipse, donc c'est très bon, on tire avantage de tout ça. Et dans cette deuxième moitié ensuite de février, ce qui est intéressant justement, c'est que c'est dans cette force de polarisation, on a dit déjà, au moment de l'éclipse solaire partielle, qui si je ne me trompe pas le 15 février je crois, eh bien autour de ce moment-là, il y a Mars qui va faire carré à Neptune. Mars se trouve en Sagittaire, Neptune se trouve en Poisson. Donc Neptune, elle, gouverne le Poisson, elle est très forte, elle a son maximum de force là en Poisson, elle est énorme, elle prend toute sa place, elle a toute sa magnificence. Et Mars, lui, de son côté, est en Sagittaire. En Sagittaire, Mars, il va être très... il y a toute une force d'action dans le sens... une force d'action pour une idée, hein, parce que le Sagittaire, bien sûr, vise un but avec son arc, avec sa flèche. Il vise
le soleil. On dit toujours que c'est le soleil qui vise. Donc là, un idéal très haut et il tend vers cet idéal. Et Mars, dans le Sagittaire, a vraiment une force d'action. Il veut y arriver. Donc il veut un peu forcer les choses pour y arriver. Et il a toute une capacité. Le Sagittaire est très patient. Donc il ne va pas nécessairement être impatient, mais il va tâcher de forcer, d'agir dans le sens de son idéal. Neptune, lui, en Poisson, c'est tout un monde extrêmement vaste qui est vraiment infini. Si vous imaginez, si vous pensez 2 minutes aux océans, qui correspond vraiment au signe des Poissons, c'est un étendue d'eau immense, vaste, qu'on a de la misère même à imaginer, en fait. C'est des quantités d'eau tellement grandes. La vie qui se passe dans l'océan, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, ça nous dépasse complètement. C'est une masse tellement grande, c'est tellement riche, c'est tellement un bassin de vie qui est large, ça nous dépasse. Eh bien, Mars, lui, en Sagittaire, qui fait carré à ce Neptune-là en Poisson, ça met toute une tension entre le côté martien, ça veut dire le côté, et là justement on parle de polarisation, parce que c'est une danse entre Mars et Vénus, on continue ce sujet. Donc Mars qui va représenter à ce moment-là le côté un peu masculin, le côté de la volonté, le côté qui veut classer, qui veut aller de l'avant, qui veut placer les choses pour atteindre l'idéal qu'il veut, son but, il veut aller droit au but. On voit que le symbole de Mars, c'est une boule avec une flèche, un peu qui rappelle un peu la flèche du Sagittaire, on pourrait dire. Et donc c'est vraiment qu'on vise un but, on vise quelque chose, on a une volonté claire, et là en Sagittaire, elle est là cette volonté, on le veut, on le désire et c'est précis. On voit que la flèche va dans une seule direction. Neptune en Poisson, lui, il n'y a rien de précis. C'est un flou complet, total, très grand, qui rouvre milliards de possibilités, qui est vraiment vaste et qui met le côté du féminin vraiment dans sa plus grande splendeur, qui encadre tout. Et on sent avec Neptune en Poisson que tout est vivant, que chaque chose, le côté féminin qui donne la vie en chacune des cellules qu'on va percevoir est présent. Et ça, on le voit, le côté, ça rappelle vraiment le côté de la mère divine, cet archétype si puissant qui met en balance cet autre archétype qu'on a nourri plus en général de notre société actuelle, le côté du Seigneur, Dieu, un, masculin, etc. Le côté de la mère divine est vraiment souligné par Neptune en Poisson, parce que cette magnificence de la vie dans chaque petit élément, ce ciment de l'amour divin qui rassemble toute la création ensemble, eh bien, c'est vraiment dans le Poisson que ça se manifeste le plus. Et avec Neptune qui y est, c'est lui qui règne là dans le Poisson. Donc il vient vraiment dire, voilà cette force, la sentez-vous. Donc on sent cette bénédiction carrément de la mère divine, de toute cette énergie. Je dis mère divine, ça ne correspond peut-être pas à tous, mais imaginez le principe qui pour vous correspond par rapport à ça, qui représente la vie qui se met dans chacune des cellules. Quand on pense en science que dans une cellule, il y a plus de vide que de matière en tant que telle, c'est à travers ça, on peut facilement sentir qu'il y a de la vie partout. Entre les particules de matière, il y a une vie aussi. C'est un vide, mais finalement, il est vivant puisqu'il crée la vie, puisqu'on est finalement composé de vide principalement. En fait, dans ce vide, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a une force, il y a une puissance. Ben, la mère divine, c'est ça. Son manteau, c'est la création, c'est la nature. C'est toute cette vie qui nous compose, en fait, qui fait de nous, qui nous donne un corps physique, qui nous donne une capacité de s'incarner, etc. Toute cette force-là de la mère, c'est pour ça qu'elle nous donne un corps physique, hein? Les mamans font ça, évidemment, c'est très connu. Et bien voilà, au niveau de la mère divine, c'est pareil, mais à un niveau beaucoup plus vaste. Elle donne des possibilités, elle va comme insuffler, dans le sens, elle va permettre qu'il y ait de la vie dans chacune des particules qui nous entourent partout, comme un grand amour divin qui fait qu'on est rempli d'amour partout. Bon, voilà. Tout ça, Neptune en Poisson, et donc le carré entre le but précis de Mars en Sagittaire avec cette force si vaste, ça peut faire par exemple que le côté masculin en nous, ou si on regarde encore dans un couple, l'homme dans le couple ou la personne la plus masculine dans le couple, des fois ça peut être la femme, ça arrive, eh bien cette personne ou cette énergie va essayer de pousser, essayer de restreindre, préciser cette énergie féminine, vaste, grande,
qui veut juste englober, qui veut donner des possibilités de vie à l'infini, eh bien, c'est comme s'il peut vraiment avoir une grosse tension. Parce que là, si on parle d'un carré, un carré amène une tension. Donc là, il peut vraiment avoir une tension entre ces deux énergies-là. Et ça se passe au moment de l'éclipse partielle de Soleil, où le Soleil va être en fin du signe du Verseau avec la Lune, évidemment. Hein. Ils vont être en conjonction. Ça prend une conjonction Lune-Soleil pour faire une éclipse solaire. Donc, ouais, parce que c'est la Lune qui est entre le Soleil et la Terre. Donc voilà. Donc tout ça se passe alors que le Soleil est encore en Verseau, tout comme il était au moment de l'éclipse de Lune totale. Donc ça, c'est encore le même sujet qui se développe dans ce sens-là. Un peu plus tard, presque en même temps, on a aussi un beau sextile entre Saturne et Vénus. Saturne qui lui est en Capricorne, Vénus qui fait son entrée en Poisson. Donc, on a un beau sextile bien harmonieux. Et ça, je trouve ça vraiment important parce que dans l'équation qu'on vient d'avoir, on avait Mars en Sagittaire, on avait Neptune en Poisson. Donc, on pourrait croire, oh, mais lequel va vraiment avoir une force plus grande? Lequel, en fait, devrait gagner, prendre un peu de place et enseigner une petite leçon à l'autre? Bon, les deux peuvent s'apporter quelque chose, évidemment, en tout cas. Mais le fait que Vénus va entrer en Poisson et le Soleil, pas longtemps après, évidemment, encore en février, tout ça indique que effectivement là le Poisson prend une place importante et on est dans cette suite Capricorne Verseau Poisson là, on donne beaucoup dans les signes vraiment vastes qui amènent une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus collective, beaucoup plus grande. Donc voilà, donc ce beau sextile Saturne-Vénus, c'est vraiment Saturne qui, lui, avec son entrée en Capricorne, a beaucoup de force, a vraiment beaucoup de pouvoir là, en ce moment. Avec l'année 2018, en tout cas, c'est lui qui vient vraiment mettre le ton là, avec son entrée récente en Capricorne. Donc il y a vraiment un poids important là-dedans. Il vient vraiment donner une belle bénédiction sur Vénus. Ça veut dire encore une fois sur le côté féminin qui se passe en Poisson. Parce que Neptune, bien sûr, lui, va représenter le côté féminin en Poisson, même si Neptune c'est une planète masculine malgré tout, mais par toutes l'émanation qu'il y a là, on voit que c'est du féminin. Mais Vénus qui rentre en Poisson, là, en plus, Vénus est exaltée en Poisson, donc c'est vraiment le côté féminin maximal. Et ce beau sextile avec Saturne, c'est que vraiment Saturne qui met la ligne en ce moment, il vient vraiment dire oui, 100%, il faut absolument s'ouvrir à ce féminin-là du Poisson, de cette vie, de cet amour divin dont on a parlé. Donc, très très beau. Et par la suite, un autre aspect qui va se passer, c'est le fameux carré entre Mars et Vénus. Donc, ils vont être environ à 20 degrés. Mars, lui, sera en Sagittaire. Là, on commence à arriver à la fin du mois de février. Mars sera en Sagittaire, Vénus sera en Poisson. Ils vont faire carré. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces deux planètes va être en trigone avec une autre planète très importante. Vénus va être en trigone avec Jupiter, qui lui se trouve en Scorpion. Et Mars, lui, va être en trigone avec Uranus, qui se trouve en Bélier. Donc, Mars, Uranus vont être en signe de feu. On va avoir Vénus et Jupiter qui sont en signe d'eau. Donc, on voit encore une fois la polarité masculin-féminin, feu-eau. Évidemment, encore une fois, on retrouve. Et là, on voit Mars-Vénus qui sont en carré. Et là, on a encore une fois cette même tension entre Sagittaire-Poisson. Et là, c'est Mars-Vénus directement. Donc, c'est vraiment toute cette question de polarisation entre masculin, féminin, réceptif qui donne de l'espace, qui crée la vie, qui permet la vie, masculin qui précise une énergie, qui veut l'amener à une éclosion, à un essor, etc. Et Uranus, en fait, en trigone avec Mars, vient vraiment soutenir ce Mars, parce qu'Uranus a toute une énergie d'explosion, justement. Ce Mars qui lance une énergie, là, sa flèche du Mars. Uranus vient vraiment la soutenir, la pousser à fond. Donc Mars est très fort. Et Jupiter, qui est en Scorpion, qui est un signe d'eau, eh bien, lui vient vraiment soutenir Vénus en Poisson. Donc, c'est vraiment des gros jeux de force. Quand on parlait de la danse de Mars-Vénus, c'est très réel pendant le mois de février. Et ce jeu de polarisation va se vivre jusqu'au bout du mois de février. Et vraiment, jusqu'à la toute fin, on a ce carré Mars-Vénus qui vient dire, c'est un peu l'examen du mois de février. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment êtes-vous capable de travailler avec cette tension qu'il y a entre le masculin, le féminin, le côté plus émissif, le côté plus réceptif, le côté on précise une énergie, on va de l'avant, on pousse, on a de la volonté, on avance vers une idée, vers un idéal, et le côté on a un réceptacle, on veut la vie, on veut permettre la vie, on veut que la vie soit partout entre nous tous, on va même toucher l'amour divin, etc.
Donc, cette tension qui est entre les deux, si on a bien travaillé dans le signe, je veux dire plutôt pendant l'éclipse totale lunaire et tout le début du mois de février, on arrive à ce carré préparé et on est prêt à faire face au travail intérieur qui va nous arriver à ce moment-là. Donc, soit par notre propre dynamique de couple, soit par les polarisations qu'on a avec les personnes qui nous entourent. On ne sait pas exactement où ça va se produire pour chacun. Pour ça, évidemment, ça prend une lecture astrologique beaucoup plus approfondie d'une carte spécifique de la personne, là, du thème natal, etc., les procréations, tout ça, évidemment. Donc, pour les détails personnels, mais ce qui est certain, c'est qu'on va faire face à ces énergies de polarisation-là pendant le mois de février. Et je trouve ça vraiment beau qu'il y ait la Saint-Valentin en plein milieu, parce que vraiment, ça souligne vraiment la grande phrase, c'est ça, c'est que le mois de février 2018 vient vraiment mettre en lumière les tensions qui sont dans la subconscience, dans le sens qui sont inhérents à notre société aujourd'hui par rapport au couple et le travail pour une cause. Et ça, pour l'instant, comment connecter ces deux mondes, c'est quelque chose qui se travaille, c'est très beau. D'ailleurs, si on arrive à maîtriser ce sujet, le carré Mars-Vénus va être extrêmement productif. Parce qu'un carré, oui, met une tension, mais une fois qu'on maîtrise cette tension, ça donne toute une énergie. Pensons à un barrage hydroélectrique. Il y a beaucoup d'eau, c'est énorme, c'est beaucoup de force. Comment, si on réussit à bien canaliser cette énergie-là et qu'on le fait proprement, ça c'est une autre question. Si on arrive à bien le faire proprement et tout, on arrive à maîtriser une énorme quantité d'énergie et on peut donner de l'énergie énormément. C'est très productif en fait un carré. Ça crée une tension, ça crée une énergie peut-être difficile à maîtriser, surtout au début. Mais quand on y arrive, les carrés, c'est extrêmement bon et bénéfique. Là. C'est vraiment très fort pour nous faire avancer. Et ça nous donne après beaucoup d'énergie et des capacités vraiment très très bonnes. Donc voilà. Voilà, en résumé pour le mois de février, je pense qu'on arrive au bout. Donc, bonne chance à tous. Je sais que c'est un travail qui est délicat et vraiment, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre le soin de vous écouter, d'écouter vos partenaires, d'écouter ce que vous ressentez par rapport aux dynamiques de couple. Toutes ces choses-là, même si vous souhaitez une dynamique de couple, c'est la même chose, le même jeu de force va arriver. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour sentir ce travail-là. Hein? On le sent tout le temps. Dès qu'il y a polarisation, et on le sent déjà à l'intérieur de soi-même, on le sent avec les personnes avec qui on travaille, avec qui on parle, nos amis, etc. On sent toujours ces choses-là. Donc, soyez à l'écoute, c'est vraiment un beau travail pour mettre en lumière ces choses-là. Et après, utilisez ce qu'on aura à découvrir dans le reste de l'année au service de tout ce qu'on travaille et comme ça harmoniser davantage aussi nos propres besoins personnels avec cette lune.